métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Cette année, ils sont au nombre de 237 000 candidats inscrits à l'examen du diplôme d'études fondamentales DEF. Les épreuves ont débuté ce matin. Le ministre de l'Éducation s'est rendu à Kangaba pour dévoiler les premières enveloppes du sujet. Ouverture ce matin de la 3e session ordinaire de la 5e mandature du Conseil économique, social et culturel. L'objectif est de mieux faire connaître les problèmes que vivent les populations en vue de trouver des solutions. Qui doit gêner? Quel régime alimentaire pour ce mois de Ramadan? Éléments de réponse dans Focus Santé en fin de journal. Lundi 6 juin 2016, premier jour du mois de Ramadan. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, message à la communauté musulmane du Mali de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État à l'occasion du mois de Ramadan 2016. Gloire à Allah, et le très haut et le tout miséricordieux, grâce soit rendue au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le messager, à sa famille et à ses compagnons. Ce lundi, la communauté musulmane du Mali entame dans la ferveur et dans la communion le jeûne du mois de Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. À l'occasion de cet événement majeur de l'agenda musulman national et international, je voudrais féliciter l'ensemble des fidèles musulmans du Mali et leurs co-religionnaires du monde entier. J'implore Allah afin que le temps du jeûne de Ramadan soit celui de la communion dans la foi, la concorde et la convivialité dans la pénitence. Comme par le passé, je suis persuadée que les musulmans et musulmans du Mali sauront faire jouer les vertus de la solidarité afin que nul ne se sente ni oublié ni ne souffre plus que de nécessaire du fait de sa condition socio-économique dans l'accomplissement de cette obligation religieuse. Je suis aussi persuadée que les leaders religieux, les érudits et les prêcheurs porteront le Mali dans leurs différents sermons afin que notre pays bénéficie des bienfaits de l'observation du jeûne de Ramadan. À l'entame de ce mois béni, j'ai une pensée profonde pour nos forces de défense et de sécurité engagées dans des opérations difficiles et complexes sur différents fronts et pour tous nos compatriotes qui, pour diverses raisons, ne pourront pas observer ce pilier important de notre religion. Puisse le Très-Haut rétribuer le sacrifice patriotique des uns et soulager les souffrances des autres. Enfin, je voudrais engager toutes les Maliennes et tous les Maliens à resserrer les liens de fraternité et d'amitié, ainsi que les manifestations de solidarité, afin que la pénitence raffermisse le vivre ensemble et la communauté de destin dans une nation unie et indivisible et riche de sa diversité. Bon Ramadan à toutes et à tous et qu'Allah bénisse le Mali. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Signé le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Conseiller de cabinet à la primature qui a été présidé par le Premier ministre Modibo Keïta. Plusieurs sujets intéressants à la vie de la nation étaient au centre des échanges, notamment la loi électorale et celle d'orientation du territoire. Pour plus de précision, écoutons le ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokalamaïga, au micro de Moussa Fani. Le conseil de cabinet d'aujourd'hui s'est articulé autour de 2 textes importants pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Le premier texte porte sur les élections. Il s'agit de la loi électorale. La présente relecture tient compte naturellement de l'évolution qui nous est imposée par la situation que nous vivons. Il s'agit de prendre en compte dans la loi électorale les dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Et bien entendu, un certain nombre de préoccupations de la classe politique. Le second texte
porte sur une loi qui traite de l'aménagement du territoire sur le long terme. C'est le genre de texte qui permettent de se projeter ou de planifier sur le plan stratégique l'aménagement du territoire. Le texte qui a été soumis au conseil de cabinet, nous l'avons intitulé la loi d'orientation de l'aménagement du territoire. Il s'agit de mettre en cohérence l'ensemble des outils de planification, des outils et schémas de planification de l'aménagement du territoire à l'horizon d'une génération et plus. Et ce communiqué du ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions en application de l'arrêté du 25 juillet 2011 portant aux modifications des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Les horaires de travail sont modifiés comme suit. Du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h et vendredi de 7h30 à 12h30. Je le disais dans les titres, ouverture ce matin de la 3e session ordinaire de la 5e mandature du Conseil économique, social et culturel au siège de l'institution à Koulouba. Cette session de 15 jours porte essentiellement sur le recueil des attentes, besoins et problèmes de la société civile. L'objectif est de mieux faire connaître les problèmes que vivent les populations en vue de trouver des solutions. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre. Compte rendu Sira Bachili. C'est une tradition bien établie au Conseil économique, social et culturel. Le recueil annuel des attentes, besoins et problèmes de la société civile à tous les niveaux, y compris les Maliens de la diaspora. Un travail fait au préalable qui va être partagé lors des travaux de 15 jours de cette 3e session de la 5e mandature du Conseil économique, social et culturel. Les membres du Conseil économique, social et culturel ont sillonné le Mali profond pour s'enquérir des préoccupations majeures de nos populations dans toutes les régions administratives et dans le district de Bamako. Les Maliens de la diaspora ont eux aussi été entendus dans certains pays d'Afrique et d'Europe. À l'issue d'analyses objectives pertinentes, ils feront des propositions ou d'orientation consignées dans un recueil qui sera adopté et transmis au président de la République, au chef du gouvernement et au président de l'Assemblée nationale. Le rappel du contexte actuel dans lequel se tient cette session est nécessaire pour le Conseil économique. Il s'agit notamment de l'aspect sécuritaire qui interpelle tous. Une solidarité agissante s'impose donc. Nous estimons qu'il est temps que le Conseil de sécurité engage l'administration à s'impliquer résolument dans un processus d'éradication systématique du terrorisme dans notre pays. Mais malgré ce tableau sombre, l'espoir est permis avec des avancées significatives dans le domaine de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Conseil économique, social et culturel salue les résultats obtenus et invite tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de cet accord qui a besoin aujourd'hui de l'unité et de la solidarité de toutes les parties, y compris les bailleurs de fonds, pour sa mise en œuvre. Que l'on s'inspire à cet effet de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, dont la clairvoyance et le sens de l'État avec lequel il veille sur le processus de pacification, de sécurisation et de réconciliation du Mali sont des atouts majeurs pour la mise en œuvre de cet accord qui a été signé il y a environ 1 an. En plus de l'examen et l'adoption du recueil annuel, les membres du Conseil vont apprécier les résultats des travaux de la commission ad hoc chargée de la relecture des textes de l'institution. Pour étoffer ce document, les anciens premiers ministres et anciens présidents du Conseil ont été sollicités. Également annoncé dans les titres, ils sont cette année environ 237 000 candidats inscrits à l'examen du diplôme d'études fondamentales DF. Et c'est la ville de Kangaba qui a accueilli le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation pour le lancement des épreuves. Envoyés spéciaux à Loubekone et Nohom Sissoko. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves de l'examen du diplôme d'études fondamentales, DEF session de juin 2016.
le ministre en charge de l'éducation nationale a donné le coup d'envoi des épreuves à 8 heures au centre A de Kangaba. C'était en présence des autorités locales et de l'administration scolaire. En rédaction, première activité, 2 sujets ont été proposés aux candidats. L'un porte sur la formulation de messages destinés aux jeunes du Mali, sur les causes de la dégradation de l'environnement, et l'autre sur un discours adressé à la jeunesse malienne pour l'inviter à l'effort personnel, gage d'un avenir meilleur. Moi, j'ai choisi le sujet 1. Le sujet 1. Oui. Pourquoi? Parce que le sujet 1 porte sur l'environnement et bon, le développement de notre pays dépend de l'environnement. L'environnement, selon moi, c'est ce qui nous entoure. Bon, couper nos arbres et mettre le feu dans notre bourse, c'est pas bon dans notre société. Dans les 3 centres visités par le ministre Togo, le dispositif sécuritaire et les surveillants étaient bien en place. J'ai un effectif de 131 candidats. On enregistre l'absence de 24 candidats. Les surveillants étaient tous présents à l'heure indiquée. Nous voulons des examens propres, sans fraude, que personne, ni les parents, ni les candidats, ni l'administration scolaire, ni qui que ce soit, ne viennent interférer pour entacher ces examens-là. Cette année, au niveau national, 236 694 candidats sont inscrits à l'examen du DEF, options classiques et arabes confondues. Ils sont répartis entre 1867 centres. Les épreuves s'étalent sur 3 jours. Ici à Bamako, les épreuves ont démarré à l'heure indiquée, pas d'incident majeur. C'est le constat fait par notre équipe de reportage qui a sillonné certains centres d'examen de la capitale, Fademba Keïta. Contrairement aux années précédentes, c'est un calme olympien qui règne à l'intérieur et tout autour des centres d'examen. Les consignes préalablement données aux présidents et surveillants sont appliquées à la lettre. 21 centres, 19 classiques et 2 arabes, médrasa. Ça se déroule dans de très bonnes conditions. Les surveillants sont là, les chefs de centre. Cet examen, nous l'avons placé sous le signe de la lutte contre la fraude. C'est donc dans le strict respect de ces instructions que les présidents des centres d'examen et surveillants du centre 4 du groupe scolaire Nelson Mandela du Cap Hippodrome ont ouvert dans la salle 5 l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Les candidats avaient le choix entre 2 sujets. Dans le premier sujet, il leur est demandé d'écrire un message aux jeunes afin d'attirer leur attention sur les causes de la dégradation de l'environnement et de proposer des solutions. Le second porte sur le thème du travail. Dans ce chapitre, il est dit pour être compétitif dans ce monde ici-bas, il faut être parmi les meilleurs. Conscient de cela, on leur propose d'adresser un discours sensibilisateur à leurs frères jeunes tout en les invitant à l'effort personnel. C'est un peu difficile. Je vais affronter avec le courage pour que je puisse réussir cette année. Selon l'équipe pédagogique, tout se passe normalement. Donc il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas d'attroupement à la porte. Les parents sont restés à la maison, la cour est déserte. Les élèves vont commencer à 8 heures, pas de problème. Pour le moment, on n'a pas eu de difficultés, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a rien. Les policiers sont là pour surveiller la cour. Ces examens qui sanctionnent la fin des études fondamentales durent 3 jours. La rubrique Notre accord reçoit ce soir Omar Aga Talfi, commissaire à la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Pour lui, les populations attendent avec impatience la mise en œuvre de cet accord, certes imparfait, mais qui peut nous conduire à un nouveau Mali. Je vous propose de l'écouter. Pas d'œuvre humaine parfaite. La perfection et la précision n'existent que pour Dieu. Dieu seul peut donner des précisions à 100%. Mais nous pouvons dire de l'accord ici du processus d'Alger qu'il a le mérite d'avoir été mieux élaboré que les accords qui l'ont précédé. Parce qu'il a été participatif. Et c'est pourquoi les populations ont salué sa signature en mai et en juin 2015 et attendent avec impatience sa mise en œuvre. Sa mise en œuvre demande bien sûr qu'on s'appuie sur certaines valeurs, la vérité, la justice,
Et nous pouvons dire que l'accord, malgré toutes les difficultés qui sont là, avance quand même et est en train de se mettre en œuvre. J'en veux pour preuve la mise en place, l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, d'une commission qui a été mise en place essentiellement pour faire émerger la vérité. Nous pensons que si on s'appuie sur les valeurs, sur certaines valeurs, la mise en œuvre peut nous conduire à un nouveau Mali. Un nouveau Mali où les citoyens se sentiraient vraiment maliens partout où ils se trouveront sur le territoire national. Rencontre intercommunautaire à Nyono, l'ONG El Farouk vole au secours des populations déplacées avec 30 tonnes de vivres. Ce don estimé à plus de 50 millions de francs CFA a été remis au ministre de la Réconciliation nationale. Récit de nos envoyés spéciaux, Karunga Konaté et Alpha Mega. Au terme de la signature de la charte de Nyono pour la paix et le vivre ensemble, ce ne sont pas les gestes de solidarité qui vont manquer. En témoigne ici cet important lot de vivres. On a remis les moyens possibles. On a pu connecter un don de 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et 1000 litres d'huile. C'est notre participation criminelle. Peut-être pour avoir d'autres participations, Inch'Allah. Cette solidarité, c'est bien à l'endroit des familles victimes, mais aussi pour les populations déplacées suite aux événements. Pour la distribution du don, le ministère en charge de la réconciliation nationale y veillera. Les dons aussi qui nous ont été remis par l'ONG El Farouk viendront aussi, en plus de ce que le gouvernement a déjà fait à Tenenkou, pour soulager aussi les souffrances des communautés qui sont un peu dispersées, qui ont été localisées ici à Nyono et certains dans les camps de réfugiés en Mauritanie. On va leur envoyer leur part pour montrer que le Mali n'a pas oublié ses enfants aussi. Cette solidarité vient au bon moment où les regards de la communauté musulmane sont tournés vers le mois béni, le Ramadan, mois de solidarité, de partage et qui reste surtout un mois de pardon. Le ministre de la Réconciliation, Zahrabi Ould Sidi Mohamed, s'est également rendu à Bankas, accompagné cette fois-ci par son collègue du sport Ousseini Amianguindo pour la rencontre intercommunautaire entre agriculteurs sédentaires Dogon et éleveurs Peul. Et demain, il sera à Koro. Le ministre de l'élevage et de la pêche, lui, a effectué ce week-end une visite de travail dans les cercles de Koutiala et de Yorosso, dans la région de Sikasso. Il a rencontré les responsables des services techniques relevant de son département. Objectif, faire de l'élevage et de la pêche un secteur émergent. De Sikasso, le compte-rendu de Fatmata Diallo. Par cette visite de terrain à Koutiala et à Yorosso, le ministre de l'élevage et de la pêche voulait s'enquérir des réalités de ces démembrements et de celles des acteurs socio-professionnels évoluant dans le domaine. La finalité recherchée étant de leur apporter son expertise afin de faire de l'élevage et de la pêche un secteur émergent au service de la population. Les chevals de bataille, c'est d'abord tout simplement réhabiliter certaines infrastructures qui abritent mes structures au niveau local et régional. Et je crois que l'accent va être mis très rapidement sur l'intensification des productions à cycle court, augmentation de la résilience du pastoralisme. Et le but final, c'est de mettre sur pied au Mali une industrie de viande et de lait, et le tout appuyé sur un service vétérinaire qui répond à la norme internationale. Les échanges ont aussi porté sur le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS, qui est un projet de 5 composantes conçu pour l'amélioration de la production et des revenus des agropasteurs. Le message que je lance, c'est surtout à l'endroit des agriculteurs. Ils doivent savoir que nous avons ces ressources en passage et qu'il y a une charte pastorale qui a été édictée. Depuis les temps immémoriaux, on connaît plus ou moins le passage des animaux. Et donc, il faut éviter d'aller s'installer sur ces passages pour faire des champs de culture. La visite des locaux relevant de son département a mis un terme à la séance de travail du ministre de l'élevage et de la pêche à Koutiala et à Yorosso.
Également ce communiqué, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, M. Amadou Konaté, quitte Bamako ce soir pour Genève en Suisse, où il participera à la 22e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, la CIPRES. M. Amadou Konaté est le président en exercice de la CIPRES. À ce titre, il examinera au cours de cette session avec ses homologues de la zone CIPRES plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Troisième conférence régionale du Rassemblement pour le Mali, le rendez-vous politique d'échange, d'orientation et d'évaluation de la grande famille du parti du Tisserand s'est rendu dimanche dans la salle Lamissa Bangali de Sikasso. L'événement politique était présidé par Sangaré Oumumba, 4e vice-présidente du bureau politique national. Compte rendu, Sékou Konaté. Pour cette troisième conférence régionale du parti du Tisserand, les responsables des structures de base du Rassemblement pour le Mali sont venus de tous les cercles de la troisième région. Occasion de jauger l'état de santé du parti et de partager avec l'ensemble de la famille politique du RPM les grandes questions intéressant la vie du parti et la nation. C'est une conférence qui va permettre au bureau politique national du RPM de communiquer avec les militants et les militantes. Nous avons des thèmes à développer, au moins 4 thèmes sur la vie du parti, sur les acquis du gouvernement, du président Ibeka. Donc nous nous sommes engagés à consolider ces acquis-là. Comme le slogan l'a dit, le Mali d'abord, le bonheur des Maliens et l'honneur du Mali. Donc il y a eu des acquis que nous devons dire aux militants, aux populations à la base. Et nous savons que ces conférences permettent d'atteindre cet objectif-là. En région de Sikasso, le Rassemblement pour le Mali est dans cette dynamique. Le parti se porte bien. Le parti accueille de nouveaux militants. Le parti s'agrandit. Et dans ces circonstances, on peut comprendre que des incompréhensions naissent par-ci, par-là. Mais grâce à la clairvoyance et à la patience des militants et des dirigeants de ce parti, nous arrivons toujours à circonscrire ces problèmes et à faire que les RPM puissent devenir à Sikasso un grand parti qui va s'imposer sur l'échiquier. Un état de santé qui rassure le bureau politique national qui décline ses ambitions fortes. Nous avons prôné la cohésion, nous avons prôné l'entente, nous avons prôné le dialogue, ce qui fait partie des valeurs de notre société, et préparer les futures élections et de nous organiser dans ce sens. La présente conférence régionale a reçu les messages des partis alliés et de l'opposition et a enregistré la présence des amis du Burkina Faso. La troisième conférence régionale du RPM s'est tenue donc dimanche dans la salle Lamissa Bangali de Sikasso. À Mopti, le ministre Mohamed Ali Bachili était à l'écoute des victimes de spéculations foncières. Le ministre Bachili a également rendu visite aux notabilités avant d'effectuer des visites de terrain. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. À Mopti, le ministre Mohamed Ali Bachili, président de l'Association pour le Mali APM, a visité les sites de déguerpis des quartiers Bourguina, Komogol 2 et Teikiri où 40 hectares de terrain ont été irrégulièrement attribués à une société immobilière. Échanger et donner des informations sur les textes et lois qui régissent le foncier, la réforme foncière et la sécurisation des documents fonciers afin de réduire considérablement les conflits fonciers. Nous avons choisi des actions comme celle d'aujourd'hui, aller au contact des citoyens, les écouter au-delà des seuls documents parfois qui nous parviennent et qui veulent être la vérité alors qu'ils sont démentis sur le terrain. Donc, il faudrait prendre la juste mesure de la réalité et de l'effectivité de ces dossiers par rapport à ce que j'appelle la loyauté dans l'application des lois. Le domaine foncier est régi par des lois et textes qui méritent d'être connus par tous les citoyens. Toute personne qui les outrepasse est passible de sanctions par la loi en vigueur. Nul n'est censé ignorer la loi et toutes les lois, foncières ou non, sont destinées à être connues. Si la loi est la loi de l'État, elle donne des droits. Et ces droits-là, est-ce qu'ils sont exercés? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce qu'ils sont respectés? C'est là toute la question. À
Tekiri. Le ministre Bakili s'est incliné sur la tombe d'une vieille femme décédée lors du déguerpissement et qui, lors de sa dernière mémoire, a demandé de l'enterrer dans son terrain. Auparavant, il avait rendu des visites de courtoisie aux notabilités. Nous restons à Mopti pour parler de ce forum régional qui a pour thème la lutte contre le radicalisme. Quel rôle pour les structures religieuses? Initié par le mouvement Sabati 2012, ce forum est un grand espoir pour une région qui a connu des violences religieuses ces dernières années. Envoyé spécial à Mopti, Mamoudou Sidibé, Sidiki Balo. Aussi bien à Kaï qu'à Sigasso, en passant par Ségou, Sabati 2012 continue sa lutte contre le radicalisme religieux à travers son forum d'échange et de sensibilisation. Les participants venus de tous les cercles de Mopti ont eu matière à discuter avec le thème de la rencontre « Lutte contre le radicalisme, quel rôle pour les structures religieuses ?» Mopti est considéré comme l'épicentre du problème. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une situation, si rien n'est fait dans un avenir proche, nous risquerons de regretter de ce qui se passe dans notre pays. Cette initiative de Sabati a été saluée par le président du Haut Conseil islamique du Mali avant d'inviter les musulmans à la vigilance. J'ai profité certainement du micro ici pour parler même un peu avec mes frères pour essayer vraiment de lancer un appel. Aujourd'hui, le radicalisme, le maximalisme dans tous ces sens ne sert pas notre pays. Nous sommes à une phase où il faut nécessairement qu'on soit lucide et que tout le monde se mette ensemble pour essayer vraiment de gagner la bataille ou le combat de la réconciliation et le développement. Le représentant du ministre du Commerce, parrain de l'événement, ajoutera que la religion est le socle de notre société. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières ira plus loin dans son argumentation en disant que l'islam nous permet de nous redécouvrir pour sauver ces pays. Il faudrait qu'on se ressaisisse pour arrêter l'extrémisme. Mais l'extrémisme aura des beaux jours devant lui si nous n'arrêtons pas nos propres dérives. Avec le rappel des versets sur le pardon et l'amour de son prochain, on est en droit de croire que les brebis égarées trouveront rapidement le chemin de l'enclos dans cette région en proie à la violence religieuse. Nous restons dans le même registre. À Koutiala, une rencontre s'est tenue sur comment vulgariser les recommandations issues du Forum de Bamako, une initiative de groupement des leaders religieux du Mali. La cérémonie a regroupé de nombreux participants venus de plusieurs localités du pays en présence du président du groupement, Ousmane Madani Chérif Haïdara. Reportage Mamadou Fani. Après Bamako et Ségou, c'est la ville de Koutiala qui abrite la rencontre du groupement des leaders religieux du Mali. Cette rencontre a pour but de restituer les recommandations issues du forum de Bamako tenu en mars dernier. La paix, la sécurité et la cohésion sociale ont été les thèmes phares de cette réunion. C'est toujours la mise en œuvre des recommandations du premier forum des leaders social musulmans du Mali sur la paix et la stabilité au Mali et la lutte contre le radicalisme religieux. Donc c'est recommandé de faire restitution de ce forum dans toutes les grandes villes du Mali, dans toutes les régions. La rencontre de Koutiala a été l'occasion pour les leaders religieux de clarifier leur position. Pour eux, il faut éviter de faire l'amalgame entre la politique et la religion d'une part et d'autre part entre l'islam et le terrorisme. Depuis la crise que le Mali a connue, certaines personnes mal intentionnées profitent de la religion pour semer des désordres. Les leaders religieux constituent les moyens essentiels pour ramener tout le monde à la raison et guider les fidèles vers le droit chemin. Cette réunion a permis aux participants de réaffirmer leur attachement à la laïcité du Mali. Des attestations ont été remises aux personnes qui ont contribué pour le rayonnement de l'islam dans notre pays. Les participants ont ensuite fait des bénédictions pour le Mali. Et nous revenons sur ce communiqué. Le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, en application de l'arrêté du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan, les horaires de travail sont modifiés comme suit: du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30, avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h. Vendredi de 7h30
À 12h30. À noter aussi que durant tout ce mois, le journal de 20h sera diffusé à 20h45. Les éditions du journal télévisé des formations sont suspendues. Les reportages sur les ateliers de formation seront diffusés dans les éditions de 13h et de 18h. Dans la région de Tombouctou, Amzakoma est une localité qui accueille plusieurs populations rapatriées. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'action humanitaire, a donc réhabilité les infrastructures et c'est pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Reportage Albert Traoré. Nous sommes ici à Amzakoma, dans le cercle de Rarousse. Ces populations sont pour la plupart des rapatriés. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'action humanitaire, a réhabilité un certain nombre d'infrastructures pour soulager ceux qui viennent d'arriver. Amzakoma est une zone de forte concentration de rapatriés pour lesquels le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord a réagi immédiatement en mettant à la disposition de cette zone de concentration des vivres et en réhabilitant le CESCOM aussi bien que les puits existants dans la zone. Aujourd'hui, nous avons à peu près 13 sites qui sont à Amzakoma, qui sont venus tous de Burkina Faso. Et on est là pour non seulement visiter les personnes rapatriées, mais aussi voir les réalisations faites par le département dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement. Les populations bénéficiaires ont réitéré leur reconnaissance au gouvernement pour cette action de solidarité. Les gens qui sont venus remettre les 50 tonnes à un moment où les communautés en ont le plus besoin, ils s'en félicitent et c'est une action qui vient à point nommé, surtout à cette période de chaleur. En tant qu'éleveur, qui est aussi d'aller visiter les points d'eau pour s'accueillir des difficultés que traversent les animaux en cette période. Cette assistance permettra d'améliorer les conditions de vie des rapatriés. La première édition du CITIC Africa 2016 vient de s'achever à Tunis. Ce salon international dédié au TIC a mobilisé plusieurs entreprises maliennes évoluant dans le secteur. L'événement leur a permis de prouver leur savoir-faire, mais aussi de tirer profit de l'expérience des autres. Ils expriment leur confiance au micro de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Moulay Sidibé. Une telle rencontre est importante parce que non seulement on voit comment évoluent les autres entreprises dans les autres pays dans les mêmes domaines que nous, qui sont confrontés aux mêmes difficultés, et ça nous permet aussi de nous projeter dans le futur et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on fait aujourd'hui. L'important, c'est que ça va nous permettre, nous, de pouvoir réfléchir davantage, de reprendre ce modèle tunisien et de l'amener tout simplement chez nous au Mali. Je pense que nous avons des compétences au Mali. Le business sud-sud, il n'y a pas de meilleur. Donc on fait la cybersécurité et la cybercriminalité et on assiste beaucoup les sociétés de la place en tout ce qui est audit de sécurité, tests d'inclusion, développement de politiques de sécurité et vraiment l'intelligence pour tout ce qui est système d'information sécurisé. Hier, je pense qu'on avait eu l'opportunité d'aller regarder le parc technologique ici. C'est une initiative qui ne coûte vraiment pas cher à mon sens. On a tout à gagner en mettant en place des incubateurs de ce type pour que les jeunes puissent créer des choses, les développer et après les industrialiser. J'ai vu pas mal de studios d'animation ici, donc il serait aussi bien qu'on en crée d'autres studios d'animation pour vraiment participer à la réduction du chômage au niveau du Mali. Je pense que nous avons aussi pas mal de compétences au niveau national, mais le fait que les gens ne sont pas bien organisés, si aussi le secteur est accompagné par nos décideurs politiques, s'il y a la volonté politique, je pense que les jeunes Maliens peuvent surprendre beaucoup. Les responsables du Parti socialiste PS et Yelenkura ont tenu une conférence de presse pour informer l'opinion publique sur les raisons du départ du parti de l'opposition républicaine. Ils ont également partagé avec les journalistes les nouvelles orientations et la vision de la formation politique. Reportage à Nourom Sissoko. Pour le président du Parti socialiste PS Yelenkura, c'est au sortir de la première conférence nationale tenue le 28 mai dernier que sa formation politique a décidé de soutenir les actions du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement. Nous avions décidé de répondre favorablement à l'appel du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui lors de son adresse à la nation, le 22 septembre 2015, avait tendu la main à tous les enfants de ce pays. On se retrouve autour du Mali
qu'on se retrouve pour ramener la paix, qu'on se retrouve pour créer les conditions de réconciliation, qu'on se retrouve pour que ce pays-là puisse se stabiliser, gage de développement. Il s'agit de se retrouver autour du Mali qui est notre bien commun. Et voilà pourquoi le Parti socialiste a décidé d'apporter son soutien au président de la République, un soutien inconditionnel, un soutien pour le Mali, un soutien pour la patrie, un soutien pour la paix. La participation du parti du flambeau à la convention des partis politiques de la majorité présidentielle s'explique également par son rapprochement de la famille politique socialiste, à en croire le président. PS Yelenkoura entend poursuivre son combat pour l'amélioration de la gouvernance. Nous allons être aux côtés du président de la République pour combattre les maux de ce pays-là, la corruption, la délinquance financière. Nous serons de ceux qui vont demander à ce que l'État puisse accompagner les forces armées de sécurité. Nous serons de ceux qui vont demander à l'État de créer les conditions pour que les réfugiés retournent. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre des activités du 3e anniversaire du PS Yelenkoura, une commémoration marquée par l'inauguration du nouveau siège du parti au Badialan 3, en commune 3 du district de Bamako. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a animé une conférence débat. Le rôle et les activités du groupe, les messages clés du 5e rapport d'évaluation du groupe, ainsi que les défis et les opportunités pour le Mali ont été présentés. Mamadou Fani. Le changement climatique constitue aujourd'hui un des plus grands défis de l'humanité. Face à ces nombreux défis, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été mis en place par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est pour faire le point de la situation que le groupe a animé une conférence débat. L'objet, c'est d'inciter les étudiants à s'intéresser aux questions du changement climatique, à essayer de l'analyser et d'amener également les professeurs d'université, les chercheurs, à prendre part aux travaux du GIEC. L'activité de l'homme a beaucoup contribué aux effets du changement climatique. Ces conséquences se font sentir aujourd'hui dans tous les domaines d'activité. La première conclusion, c'est que l'influence de l'homme sur le climat est clairement établie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La deuxième conclusion, c'est que plus nous perturbons le système climatique, plus nous aurons à faire face à des conséquences graves et irréversibles. La troisième conclusion, qui est une conclusion d'espoir, c'est que nous aurons la possibilité de contenir les changements climatiques. Cette conférence, qui a vu la participation des étudiants et des hommes de médias, a pour but de partager les résultats du groupe d'experts. Elle vise aussi à attirer l'attention des populations sur les conséquences liées au changement climatique. Prudence, prudence, surtout en ce mois de Ramadan pour la deuxième fois et en moins de 2 semaines. Le bureau des douanes de la frontière Mali-Guinée à Kouré-Malé a saisi des cartons de foie, de poulet et de poissons frais. La quantité saisie est d'1 tonne 300 kg. La marchandise frauduleuse était cachée dans une camionnette. Ces produits mal conditionnés proviennent des pays d'Europe et d'Amérique latine et passent par Conakry pour Bamako. Notre reporter Mariam Sagara est allé voir. Encore du foie frais énorme venu d'horizons différents pour le marché de Bamako. Cette fois, environ 1 tonne 300 de foie cru très mal conditionné. Cette prise comporte des cartons de poulet de 490 kg et du poisson frais. Mais d'où nous viennent ces produits frais? Une question que seul l'emballage confirme. Origine Irlande, origine France, au bout de l'eau, on ne connaît pas les origines. Le poulet, c'est toujours en provenance du Brésil. L'eau de poisson pour dissimuler le foie, la viande bovine et ses dérivés qui sont interdits à titre absolu. Ces produits frais consommables sont transportés dans des camions non frigorifiques. Ils sont tout simplement congelés pour les besoins du transport. Ces produits ne sont pas accompagnés de certificat d'origine. Ça veut dire que c'est des produits qui ne sont pas inspectés ou bien ils sont rentrés frauduleusement. Bon, la conservation aussi nous laisse dire que c'est des produits qui ne sont pas consommables. Les trafiquants de ces produits frais se trouvent être des femmes, des mères de famille qui vendent leur âme au diable pour s'enrichir en dépit de toute considération légale des réglementations en vigueur. On a une Malienne qui réside à Conakry, qui envoie cette situation-là à sa maman. C'était même avant le décret. Nous veillons à ce que la viande bovine ne vienne pas sur le territoire national. Le Mali est un producteur relatif de bovins. Les responsables des douanes et du service vétérinaire lancent un appel pressant aux Maliens à cette veille de Ramadan tout en demandant la vigilance totale.
Aussi, ce communiqué, la CAFO a accueilli avec beaucoup de satisfaction la nomination du contrôleur général Aminata Kane au prestigieux poste de gouverneur du district de Bamako par le Conseil des ministres du mercredi 1er juin 2016. Cette nomination constitue une avancée dans l'amélioration de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. La CAFO salue la volonté politique de nos plus hautes autorités et leur demande de veiller à l'application de la loi sur le quota à tous les niveaux. Le film Irganda Misai du jeune réalisateur Oumar Maïga a été projeté en avant-première ce week-end au CICB. L'œuvre d'une heure a été réalisée dans le cercle de Bourem et parle d'exode rural. Les temps forts avec Fuseni Tunkara. Intitulé Irganda Misai, ce film est le tout premier du jeune réalisateur Omar Maïga. L'œuvre d'une heure de temps parle d'un jeune homme issu d'une famille pauvre implantée à Bourem. Pour aider sa famille, le jeune Habib Boulet décide d'aller tenter sa chance à Gao. Cette chance lui sourit, mais il oublie son ambition de venir au secours de ses parents. Cet état de fait crée une tension entre Habib Boulet et son jeune frère resté auprès de la famille. Un film émotif apprécié dans l'ensemble par l'assistance. Nous avons beaucoup à retenir de ce film pour la suite. C'est un film d'éducation, de formation, de sensibilisation et surtout de nous rappeler à ce que nous devons être attachés à notre terre. Le film est un film qui m'a vraiment inspiré. C'est un film plein de leçons par rapport à l'exode. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le problème de la jeunesse malienne, c'est surtout l'exode. Irganda Misai est un rêve d'enfant d'Omar Maïga, qui a abandonné les études au niveau de la 9e année. Ce n'est pas une affaire d'intellectuel, c'est une question de bonne foi et des gens qui ont compris ce pour lesquels ils sont sur cette terre. Merci Oumar, merci à tous ceux qui l'ont aidé. Pour le jeune réalisateur, cette œuvre est une manière d'enrichir le cinéma malien. J'ai eu la chance de voyager pour aller au Ghana et quelque part j'ai été jaloux de voir comment est-ce que les jeunes Ghanéens parvenaient à réaliser des films, à les montrer et également à parler des problèmes de leur communauté. Donc moi également j'ai jugé nécessaire de réaliser un film pour mettre en avant les problèmes de ma communauté. Le film Irganda Misai est dans sa version originale en langue nationale songwe. Cela pour que le produit fini soit plus accessible et plus naturel. On en vient au Focus Santé. Actualité oblige, nous nous intéressons au régime alimentaire pendant le mois de Ramadan et à certaines maladies qui nous empêchent de jeûner, comme l'ulcère gastro-duodénal non cicatrisé, c'est-à-dire une plaie au niveau d'une partie de l'intestin grêle. Qui doit observer le jeûne? Quel régime alimentaire au début et à la fin, à la rupture du jeûne? Pour avoir une réponse à ces questions, Ramata Konaté est allé à la rencontre d'un gastro-entérologue. Cette séance de consultation est nécessaire pour toute personne qui souffre de pathologie avant de commencer le jeûne. Les personnes qui souffrent d'ulcères gastro-duodénal authentifiés endoscopiquement ne doivent pas jeûner. C'est la fibroscopie ésogastro-duodénale qui permet de voir la lésion au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. En fait, tous ceux qui auront de l'ulcère gastro-duodénal non cicatrisé, nous devons les recommander de ne pas jeûner. Mais lorsque l'ulcère est cicatrisé, la personne peut jeûner. Mais il faut entamer le jeûne par une alimentation plus sobre, ajoute le gastro-entérologue. Il faut au début consommer beaucoup d'eau parce que l'organisme peut souffrir énormément du manque d'eau plutôt que du manque d'aliments. Donc, ce n'est pas indiqué de se gaver énormément, surtout les aliments d'origine de protéines animales. Qu'en est-il de l'alimentation à la rupture du jeûne? Le tube digestif n'ayant pas été sollicité du matin jusqu'à la coupure va être en repos. Et pour susciter son éveil, il faut aller progressivement, ne pas le brutaliser. Ça voudrait dire qu'il faut commencer par du liquide, des tisanes, de l'eau, des aliments tels que les dattes qui sont assez fréquemment consommés chez nous. Ensuite, aller à des repas qui sont moulinés, qui sont mixés, les soupes.
et ensuite aller vers quelques aliments solides, mais en faisant beaucoup attention parce que c'est la nuit. Le tube digestif la nuit va se mettre au repos, il ne faudrait pas le surcharger. Toutefois, le jeûne est déconseillé à des catégories de personnes. Le jeûne est quand même contre-indiqué chez toutes les femmes enceintes, toutes les femmes allaitantes, mais également les personnes âgées dont l'état de santé est précaire. En dehors de ces situations-là, le jeûne est contre-indiqué sur le plan cardiovasculaire. Bon, là, ce n'est pas une liste exhaustive. Les personnes qui sont hypertendues et qui sont obligées de prendre des médicaments à des périodes régulières, si c'est 3 fois par jour, matin, midi, soir, les patients qui sont anorexiques. Anorexique, ça veut dire c'est des gens qui n'ont pas d'appétit, qui ne mangent pas du tout. Les personnes qui ont une maigreur sévère, c'est-à-dire qui sont vraiment très maigres, c'est des gens chez qui il faut contre-indiquer le jeûne. Chez les personnes qui souffrent de l'ulcère gastro-duodénal non cicatrisé, qui jeûnent malgré les conseils médicaux, le changement de mode de vie au cours du mois de Ramadan peut entraîner des complications. Il s'agit notamment de la perforation et de l'hémorragie digestive. Et pour le mois de Ramadan, vous pourrez suivre tous les lundis un numéro Focus Santé sur des pathologies en relation avec le jeûne. Bon mois de Ramadan à tous et merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève demain 10h13 Rachel Tousségué. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver pour les éditions du soir s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous.